Cette vidéo est sponsorisée par Sealy. En novembre 2016, en plein milieu du printemps australien, un orage a éclaté à Melbourne. Un orage difficile à expliquer, qui a donné lieu à beaucoup d'investigations et qu'on ne comprend pas encore totalement. Cet orage a amené plus de 3000 personnes à se présenter à l'urgence avec des difficultés respiratoires, soit 7 fois plus que d'habitude. 10 personnes sont décédées. L'orage n'a pourtant foudroyé personne, il n'a créé aucune inondation, aucun dégât matériel. Par contre, il a interagi avec elle, de livrée. Une simple fourragère que l'on retrouve un petit peu partout, mais qui, au printemps, est en pleine période de reproduction et qui donc relâche son pollen dans notre atmosphère. Wow, c'est relâché. Ce qui titille le système immunitaire des personnes sensibles. L'orage a décuplé le pouvoir allergisant de cette plante en rassemblant les grains de pollen, les amenant vers les nuages, où la basse température et la forte humidité les ont fait éclater en des particules beaucoup plus petites qui ont ensuite été renvoyées à notre hauteur de narine avec les courants d'air de l'orage. Atchou! Et ces particules sont tellement petites qu'elles peuvent s'immiscer encore plus profondément dans notre système respiratoire, provoquant alors des allergies plus importantes que d'habitude. Après, c'est un événement qui reste somme toute assez rare, puisqu'en 42 ans, on compte que 26 événements et la plupart ont lieu en Australie. C'est pas parce que c'est en Australie que c'est pas grave. Mais c'est pour pas que vous vous inquiétiez, quoi, parce que je pense pas que vous soyez en Australie. On appelle ce phénomène l'asthme d'orage, et contrairement à ce que son nom indique, il n'est pas nécessaire de faire de l'asthme pour être concerné. Il suffit d'avoir des allergies saisonnières, le fameux rhume des foins. Atchou! Et ça c'est pas rare. C'est même de moins en moins rare. C'est 1 personne sur 5 au Québec et 1 personne sur 3 en France. Sachant qu'en 25 ans, le nombre de personnes allergiques a triplé. Ça a un coût sur la santé des gens et donc évidemment sur la société. Bon alors, l'allergie saisonnière, c'est dû au pollen de certaines plantes. Sachant que 75 à 80% de la population habite en ville et que c'est un espace où l'humain contrôle son environnement et sa végétation, est-ce qu'on ne pourrait pas choisir de planter des espèces non allergisantes? Évidemment, s'il suffisait de changer un plant pour un autre, ce serait simple et on n'en parlerait pas. Et ça, c'est parce que sous nos allures de savoir beaucoup de choses sur la botanique ou sur les allergies saisonnières, avec nos antihistaminiques, nos sprays nasaux, nos cartes de prédiction pollinique, nos indices de pollen, on sait en réalité pas grand-chose. En tout cas, pas assez. De sorte que cette action ne soit pas une évidence. Comment se répartit le pollen dans la ville? De quoi dépend l'allergénicité d'une plante? Est-ce que ça dépend des autres plantes qui sont autour, d'une année à l'autre, de la pollution, etc., etc. Et puis, est-on réellement capable de détecter le pollen qui est dans l'air? Par exemple, en région méditerranéenne, il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques à cette plante, la pariétaire. Parietaria officinalis de son petit nom. Si on regarde au microscope, son pollen ressemble à ça. Sauf que on ne sait pas faire la différence entre les grains de pollen de cette plante et ceux de toutes les espèces du genre Urtica. Et dans le genre Urtica, on a l'orthidioïque qui brûle, qui démange tout ça, mais qui ne provoque pas d'allergie respiratoire, ou que très rarement. Mais au microscope, quand on regarde les pollens de ces deux plantes, au milieu de dizaines de grains qui ont été trimballés dans l'atmosphère, qui se sont heurtés contre plein d'obstacles, c'est difficile de dire qui est qui. Et ça, c'est un problème purement technique qui vient de l'utilisation du microscope. Pas le mien, je parle des microscopes des personnes dont c'est le métier. On peut identifier qu'au genre et pas à l'espèce avec le microscope, et parfois qu'à la famille. Par exemple pour les érables, érable c'est un genre, et à l'intérieur des érables il y a plusieurs espèces, donc il y a les érables argentés, les érables de Norvège, les érables à sucre, donc ça c'est des espèces. Mais au microscope on peut pas aller identifier jusqu'à l'espèce, on va dire que c'est un pollen d'érable. Si on tente de faire le parallèle avec nous humains, ne pas distinguer les différentes espèces d'érables, c'est un petit peu comme si nous, à l'échelle humaine, on n'était pas capable de distinguer un humain d'un babouin. Enfin, distinguer les cellules reproductrices d'un humain et d'un babouin, parce que c'est ça le pollen, c'est la partie mâle de la reproduction. Et quand on veut distinguer un pollen d'un autre au microscope, en fait, ça revient à venir chercher des indices visuels sur les grains de pollen. Par exemple, le bouleau, on cherche 3 pores. Les pollens de bouleau, ils ont 3 pores. Ok. Et donc là, parce que là, t'as vu 3 pores là? Oui. Ok. Donc c'est ça qu'on cherche à l'image et il y en a 3. Il y en a 3. Après, souvent, la difficulté, c'est qu'ils sont jamais positionnés comme on veut. Ben oui, bien sûr. Donc on voit pas forcément les 3. C'est des, ils sont en 3D là, donc. Et d'où la difficulté d'identifier le pollen. On n'arrive pas à distinguer. Pareil pour toutes les graminées. Et les graminées, ou les poacées en l'occurrence, c'est une grande famille qui regroupe pas moins de 12 000 espèces. Si on refait notre parallèle, ne pas distinguer les graminées entre elles, c'est comme ne pas distinguer un humain
d'un lapin. Et si je vous parle du microscope tout à l'heure, c'est parce que quand vous regardez une carte de prévision du pollen dans l'air, l'analyse en amont a été faite avec un microscope. Pas celui-là, mais avec un microscope quand même. Donc c'est vraiment le type de technologie actuelle. Alors c'est accompagné aussi de beaucoup de mathématiques, d'informatique, de statistiques aussi, un petit peu comme les modèles de météo. Mais la donnée initiale, c'est une mesure qui a été recueillie par un capteur, analysée avec un microscope, avec la limite de détection dont on vient de parler. Justement, à propos des capteurs. Cette vidéo est sponsorisée par Saily. C'est un service de carte SIM électronique. Ce qui, avec les vacances qui approchent, pourrait vous intéresser. Avant, quand je voyageais à l'étranger, j'achetais toujours une carte SIM locale que je venais mettre dans mon téléphone et c'était un calvaire. Ça marchait une fois sur deux, si c'est pas moins, ça réclamait énormément d'huile de coude pour le faire fonctionner, c'était vraiment l'enfer. À l'époque, quand j'ai appris l'existence des cartes SIM électroniques, j'ai même changé de téléphone un petit peu plus tôt que prévu, juste pour avoir accès à cette fonction, pour avoir un téléphone compatible. Donc depuis 4-5 ans maintenant, je me casse plus la tête, tout se passe sur l'application. Vous voyez, vous avez plein de pays possibles, il y en a 160 au total. Moi, en général, quand je voyage, c'est en France. Hop, on choisit le pays, il y en a 160, vous devriez trouver votre bonheur. On choisit le forfait, donc moi je vais prendre un 5 Go pour 30 jours. Et vous, quand vous allez choisir votre pays, n'oubliez pas de faire code de réduction ici et d'écrire syllabus à appliquer, et comme ça vous avez 15% de réduction. Et quand vous débarquerez dans le pays, pouf, vous aurez déjà internet, sans avoir eu à lutter pour faire marcher une carte SIM locale physique et sans faire de hors forfait quoi. Et si vous manquez de data au milieu du voyage, ben pas de problème, ça se recharge en 2 clics. Bref, pour vos prochains séjours à l'étranger, installez Saily, utilisez le code syllabus pour 15% de réduction et allez en découvrir plus via le lien en description. Comme il n'y a pas les mêmes espèces partout, si on veut savoir de quel pollen il s'agit, il faut mettre des capteurs. Allez, essayez de deviner combien il y a de capteurs en France métropolitaine, donc sachant qu'il y a 96 départements, combien est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir de capteurs par département, par région? Je vous laisse réfléchir. Et même chose pour le Québec, sachant que ça fait à peu près 3 fois la superficie de la France pour 1/10 environ des habitants. Alors je vais vous donner des indices. Voici le capteur de pollen le plus courant. C'est un capteur de Hirst inventé par l'aérobiologiste britannique Monsieur Hirst en 1952 et dont voici un des premiers prototypes, mais ça n'a pas beaucoup bougé en 70 ans. Alors grosso modo, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir une aspiration d'air à un endroit bien précis et ce flux d'air est projeté sur une surface collante et le pollen est comme ça capturé. Comme la surface collante tourne lentement, 2 mm par heure, au bout de 7 jours, la surface est remplie de pollen. Il suffit alors de récupérer la surface collante pour l'analyse, et puis on sait que ici c'était tel jour, un peu plus loin c'était tel jour, un peu plus loin c'était tel jour, etc. etc. Bref, c'est un attrape-mouche mais version pollen. Qu'est-ce que j'en fais? Et ensuite, ça arrive dans les mains de la personne qui fera l'analyse microscopique. Et ensuite, on met quand même une goutte de colorant pour mieux voir les pollens qui ressortent. Enfin, les structures ressortent plus. C'est un colorant rose à base de fuchsine. Okay. Oui, parce que le capteur de pollen a aussi attrapé des insectes, des débris, de la poussière. Et le colorant permet de colorer uniquement les grains de pollen, ce qui rend l'analyse plus simple. Il ne reste plus qu'à identifier chaque grain en cherchant les indices visuels, comme Sarah nous l'avait montré avec les pores. Et puis après, Sarah les compte littéralement. 25 grains d'ambroisie par là, 5 grains d'aulne par là. À la fin, on a un compte de pollen pour une journée. C'est donc une tâche fastidieuse, longue, coûteuse, mais ça marche. Ça fait 70 ans qu'on surveille le pollen comme ça, avec un attrape-pollen collant et un microscope. Alors, vos prédictions sur le nombre de capteurs de pollen en France et au Québec? Je vous donne un indice supplémentaire. Si le capteur est parfaitement placé, on considère qu'il peut être représentatif du pollen dans l'air dans un rayon de 30 km environ autour de lui. Pas mal comme indice supplémentaire, ça, mais je vous ai peut-être induit en erreur. Alors, la réponse pour le Québec d'abord. Donc voici la carte du Québec et voici où sont tous les capteurs. Il y a donc 3 capteurs pour tout le Québec. Alors c'est placé stratégiquement là où il y a le plus de population, certes, mais ça fait quand même pas beaucoup. Pour la France, la situation est bien meilleure puisqu'on a à peu près 80 capteurs de pollen sur tout le territoire métropolitain. Là aussi placé stratégiquement en fonction de la densité de population. Dans un rapport de l'ANSES de 2014, un des chercheurs suggère qu'il faudrait quand même environ 195 capteurs pour avoir une couverture optimale du territoire. Donc plus du double.
Alors est-ce que vous aviez bon dans le nombre de capteurs? Si on s'y intéresse, c'est parce qu'ils sont vraiment importants. C'est la première donnée qui nous permet d'avoir une sorte de météo du pollen. En France, c'est sous la forme d'une carte, même si ça a changé récemment. Et au Québec, c'est juste un indice. Avec la limite qu'on a citée, les météos du pollen ne descendent pas jusqu'à l'échelle de l'espèce. Mais contrairement au modèle de prévision météo qui fait ses prédictions en fonction des données actuelles et données passées, la météo du pollen, elle, n'a que des données du passé. Entre le moment où le pollen a été collecté dans son capteur, qu'il a été récupéré, analysé et que les résultats sont sortis, il s'est passé des jours, voire même une semaine. Les données que l'on reçoit sont des données du passé. Aujourd'hui, le capteur IRS, c'est le seul qui est normé. Donc c'est celui qui fait capteur de référence. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Effectivement, est récolté une fois par semaine. Et ensuite, le temps d'analyse des bandes du capteur, on se retrouve avec une donnée qui a une semaine de retard. La personne que vous venez de voir, c'est la responsable projet et plaidoyer de Atmo France, qui est l'association qui a repris les rênes de la météo du pollen en France après la liquidation judiciaire du RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique. Alors il y a des enjeux de transition entre les deux associations sur tout un tas de niveaux. Moi, celui qui m'intéresse, c'est celui au niveau des modèles numériques. Celui qui était utilisé en mars 2025 n'est pas celui qui est utilisé en avril 2025. Ça sort un peu du cadre de cette vidéo, donc je vous en parle dans un article que j'ai écrit et que je vous mets en description. Donc les capteurs actuels ne servent pas à nous dire ce qui se passe en ce moment, ils n'en sont pas capables. Les données des capteurs servent à alimenter des modèles numériques basés sur plusieurs décennies de surveillance de pollen dans l'air, couplés avec des données de température, de lumière, de météo, c'est lié aux plantes et parfois même avec des données cliniques, etc. Ça dépend totalement du modèle choisi par les personnes responsables. Alors il n'existe pas un seul modèle, il y en a vraiment plein. Et pour la France, depuis début avril 2025, c'était pas le cas avant, on utilise ce modèle-là. C'est un modèle qui utilise du machine learning, qui est une catégorie de l'intelligence artificielle. L'IA dont on parle, c'est un modèle statistique de type forêt aléatoire qui est en apprentissage depuis 2018. Donc si on résume, avec les capteurs actuels, pas de temps réel, et nos prédictions seraient forcément meilleures avec du temps réel, particulièrement pendant les épisodes d'asthme d'orage, pas assez nombreux, et on ne sait pas distinguer une espèce d'une autre. Mais malgré toutes ces limites, on a quand même des cartes d'indices de pollen qui sont pas si mal. Et comme l'allergénicité du pollen peut être 10 fois plus ou moins forte d'une année à l'autre ou d'un lieu à l'autre, on a besoin d'améliorer nos capteurs. C'est bon, merci. Donc là, on passe à la partie nouvelle technique. Oui, les techniques du futur. Alors en fait, Sarah, ce n'est pas son travail de compter les grains de pollen pour informer la population. Elle travaille à comprendre comment le pollen se répartit dans la ville de Montréal et à rendre les techniques de détection de pollen beaucoup plus rapides. C'est pour ça qu'elle me présente ça. Cette machine sans prétention, c'est un cytomètre qui peut analyser le pollen contenu dans ce tube. Chaque grain de pollen passe à travers des lasers qui excitent les protéines fluorescentes à la surface des grains de pollen. Et cette fluorescence est une sorte de signature qui permet de distinguer la plante associée à chaque grain de pollen. Et les pics que l'on voit, ce sont justement des pics de fluorescence. Parce qu'en fait, il y a une signature différente de fluorescence en fonction des espèces. Donc, des espèces. En fonction des espèces. Donc ça veut dire que là, au microscope, tu étais au genre et puis là, tu te descends à l'espèce. Ouais. Alors ça, c'est un pollen au microscope récolté directement dans l'arbre. Et sur ce graphe, chaque point est une particule. Le gros tas vert, ce sont des grains de pollen, alors que le tas bleu, ce sont des débris qui ne sont pas du pollen. Et là, c'est des pollens qui ont du vécu. Ils se sont envolés, ils ont heurté d'autres particules dans l'air, ils se sont mélangés avec des débris pour finir dans le capteur de pollen. Il n'est pas aussi beau et surtout, c'est beaucoup plus difficile de séparer les grains qui sont du pollen des grains qui sont autre chose. Ça peut être des grains de poussière, mettons des particules de pollution, des particules de fumée de feux de forêt qu'on a eu en 2023. J'ai des échantillons, d'ailleurs peut-être que celui-là en fait partie. Pour les échantillons qu'on collecte dans l'air, là j'ai réussi à entraîner l'algorithme parce que oui, il y a la cytométrie, mais après on couple ça avec une intelligence artificielle, un algorithme d'apprentissage automatique pour pouvoir identifier plus rapidement. L'idée, c'est que des capteurs qui intègrent directement leur cytomètre, j'imagine. Oui. Alors, c'est pas encore pour aujourd'hui, mais notre capacité à détecter quelle est l'espèce associée à un grain de pollen en temps réel arrive. Il y a encore beaucoup de choses à faire puisque c'est en développement. Il faut prouver le degré d'efficacité évidemment. Une fois que c'est fait, il y a quand même un investissement de départ qui est assez conséquent pour acheter ce genre de capteurs qui sont évidemment beaucoup plus coûteux. Et associé à ça, il faudra développer aussi des nouveaux modèles numériques associés au fait que cette fois-ci on aurait des données en continu, en temps réel. Alors c'est très probablement l'avenir de nos capteurs, mais ce ne sera pas pour 2025 ni 2026. Ça veut dire qu'on revient à nos plans. On a statué que nos connaissances sur la répartition du pollen, les espèces associées, etc.,
c'était limité. Alors, on fait quoi dans nos villes et avec les connaissances qu'on a maintenant? Déjà, il faut admettre qu'on a un contrôle qui est somme toute limité parce que les allergies sont déjà là et ça veut dire que les allergènes viennent de la végétation qui a été plantée par le passé ou qui s'est installée d'elle-même dans les milieux naturels urbains. Alors, certes, on peut contrôler ce qu'on plante et ce qu'on va planter aujourd'hui et demain, mais on ne va pas arracher tout ce qui était là avant, évidemment. Il y a aussi beaucoup de terrains en friche où la végétation n'est pas réellement contrôlée. Et aussi, il y a une partie de la surface de la ville qui n'est pas publique. Elle est privée. Les jardins privés, des parcs détenus par des entreprises ou des universités, ce genre d'endroits. C'est ce que Sarah avait pu recenser dans son projet de recherche où elle a installé 25 capteurs dans tout Montréal pour évaluer la répartition du pollen dans la ville. Si on prend les 25 stations, c'est 70% des arbres qui sont dans le domaine privé. Waouh! Et généralement, dans les villes, c'est à peu près 50%, plus ou moins là, mais nous, c'est... Là, on parle que des arbres en plus. Ah, on parle que des arbres, là. On n'a même pas parlé donc après, des plantes, des herbes, tout ça. Exactement, ouais. Et là, on voit une grosse différence, notamment en termes d'espèces, autour de nos stations, des tuyas, par exemple, là, j'en parlais, parce qu'il y en a beaucoup dans les haies des particuliers, alors que dans l'inventaire public, on en a zéro, quoi. Alors, ça me semble une évidence, mais je pense qu'il faut le dire, qu'il s'agisse de nous, les privés, ou de la ville, le public, faut pas tomber dans l'extrême et se dire, bon, ben, on plante plus rien, comme ça on est sûr, parce que la végétation, même en ville, nous apporte énormément de bénéfices. Si la seule chose qu'on avait à considérer dans la vie, c'était les allergies saisonnières des humains, la tâche serait vite réglée. Hop, on met, qu'est-ce qu'on peut mettre? Des baobabs, j'invente. Il n'y a pas d'allergie respiratoire, emballer c'est peser. Mais on peut pas faire ça, parce que les baobabs ne poussent pas partout, déjà, parce que je suis pas sûre qu'ils apprécieraient les tonnes de sel qu'on déverse sur nos routes à Montréal pendant l'hiver, parce que je suis pas sûre que ce soit un arbre vraiment idéal pour la ville, parce que ce serait un peu monotone d'avoir la même chose partout, tout le temps, et parce que si tout d'un coup il y a un parasite qui décime tous les baobabs, ben pif, plus de végétation. Donc choisir sa végétation, en fait, c'est un trésor de compromis. Pour s'aider, il y a quand même quelques pistes. On peut réduire l'allergénicité des plantes en préférant par exemple des plantes stériles, des plantes qui utilisent des insectes pour être pollinisées plutôt que le vent, ou des plantes femelles aussi, qui n'ont pas de pollen. Mais certaines de ces plantes femelles font aussi des fruits qui tombent sur les trottoirs, qui pourrissent, On parlait des compromis. Mais sans doute que la meilleure avenue, j'ai l'impression, c'est d'avoir un petit peu de tout. Des espèces qui se complètent sans entrer en compétition les unes avec les autres. Et si on a un nouveau parc et qu'on met 10 bouleaux, bah c'est sûr que ça va être terrible pour les gens allergiques aux bouleaux. Mais si à la place on met un arbre stérile, un saule pleureur, une allée de fleurs, un potager, une petite mare, un érable, du trèfle au sol, etc., bah il restera, oui certes, du pollen allergène dans l'air, c'est sûr, mais moins, et ça devrait être mieux, autant pour nous, les habitants de la ville, mais aussi que pour la faune et la flore urbaine. Alors dans cette vidéo, je voulais surtout parler des capteurs de pollen, mais il y a plein d'autres sujets passionnants, notamment l'allergénicité du pollen qui n'est pas forcément fixe. Par exemple, elle peut interagir avec la pollution atmosphérique et dans cette interaction devenir encore plus allergisante qu'avant. Donc il y a plein de sujets intéressants autour de l'allergénicité du pollen. Et j'ai pas parlé non plus des causes de l'augmentation des allergies saisonnières, parce qu'on est de plus en plus allergique, comme je l'ai dit, mais je n'ai pas expliqué pourquoi. Et la raison principale, c'est à cause des changements climatiques, notamment l'augmentation des températures, où vous aurez peut-être remarqué que vous êtes allergique de plus en plus tôt. Et ça, c'est une réalité. C'est parce que, comme il fait chaud aussi de plus en plus tôt, les plantes commencent leur période de reproduction plus tôt. On a même une espèce qui a avancé sa période de pollinisation d'1 mois. Donc il y a une réalité vraiment à cette augmentation de l'allergie saisonnière due au changement climatique. Et c'est pour ça qu'il y a une petite ironie dans cette vidéo, parce que je promeus le fait de développer les technologies, développer les capteurs avec de l'intelligence artificielle, etc. Alors que clairement les changements climatiques qui sont donc causés par l'humain, par l'industrialisation, par les technologies, etc. sont à l'origine de cette problématique-là. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Toutes mes sources sont en description et je vous rappelle que vous avez un article que vous pouvez aller lire si ça vous intéresse sur le petit micmac dans lequel est la France en ce moment pour 2025. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça aide beaucoup, beaucoup Syllabus. Et on se dit à la prochaine. Bye.